Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, on reçoit Germinal, que vous l'avez beaucoup apprécié la dernière fois qui est passé. Il vient de lancer un nouveau livre sur Thomas Sowell. C'est un incontournable, je pense, surtout on commençait à avoir des demandes de nos Patreons. Quand est-ce que Germinal va repasser dans le podcast? C'était vraiment le fun. Fait que le voici, vous l'avez. Germinal, ça va bien? Oui, ça va, merci. Une fois de plus, je voudrais vous remercier de m'avoir réinvité sur la plateforme. Ça fait plaisir. Excellent. Parfait. Donc, on a le petit code en bas pour les gens qui veulent retrouver le livre sur Amazon. Donc, le code barre. Mais sinon, vous voyez le titre qui apparaît, Thomas Sowell, A Misunderstood Economist. Moi, c'est par ça que j'aurais envie de commencer, là, à moins que Vincent veuille se lancer en premier. Là, mais j'aurais envie de commencer par ça. Qu'est-ce qui est mécompris chez Sowell? Parce que nous, on le connaît, on en a déjà parlé. Faudrait qu'on fasse, si tu me permets, je pense que je vais faire une petite introduction pour ceux qui ne le savent pas. Je pense effectivement que la plupart des auditeurs savent qui est Thomas Sowell, mais en 30 secondes, Thomas Sowell, c'est un économiste dans la tradition libérale / conservatrice qui est afro-américain. Il est hyper actif. Il a écrit, je pense, je suis même plus capable de décompter le nombre de livres tellement qu'il en a publié. C'était un prof d'économie qui a été à Chicago et il est imminemment critique de l'État-providence, de l'État moderne et défend énormément les marchés, mais aussi beaucoup l'entrepreneuriat et critique énormément la condescendance dans la politique raciale aux États-Unis qui est souvent présente. Et c'est un personnage qui est détesté à gauche et adulé à droite. Mais il est très mécompris à cause de ça. Puis je vais laisser Germinal faire le reste, mais pour que les gens le sachent, c'est une Bible. Si t'es un minimum à droite du centre, c'est une Bible. Puis si t'es à gauche du centre, soit c'est un ennemi incroyable à avoir, ou bien c'est la pire chose qui s'est jamais passée depuis. Je trouve une analogie digne d'Olivier Niquet. Tu vois maintenant ton niveau d'intellect qu'il faut que tu abattes. Ben, tu l'as dit, il a publié beaucoup. Est-ce que je me trompe si je dis que c'est probablement un de ses bouquins les plus connus, c'est celui-là, Economic Facts and Fallacies. J'imagine que tu en parles aussi dans ton nouveau bouquin Germinal, mais justement, c'est ça. Si on rentre un petit peu dans le détail de ce que tu as écrit, c'est pourquoi tu le juges comme incompris? C'est quoi on peut parler souvent plusieurs auteurs connus, des fois, sont mal interprétés. J'en parlais l'autre fois avec Caron, les gens interprètent mal Machiavel. Il y a plein d'auteurs qui sont super cités, mais les gens leur font dire finalement autre chose que ce qu'ils disent. Dans le cas de Sowell, ce serait quoi finalement l'erreur ou la mauvaise interprétation que les gens ont de lui? Ben, comme tu l'as dit, il est mécompris, tout comme Machiavel. D'abord, je vais commencer avec Machiavel pour rentrer dans Thomas Sowell, comme ça vous allez voir le lien. Machiavel est mécompris parce qu'on dit qu'il est cynique, qu'il a développé une philosophie politique qui fait ressortir la cupidité de l'homme, c'est-à-dire qui a vite de pouvoir et tout ça. Mais ce que les gens n'ont pas compris avec Machiavel, c'est que sa politique, en réalité, est un constat. C'est la résultante de la nature humaine. Machiavel dit, prenez les hommes pour ce qu'ils sont au lieu de tenter de les changer. Et c'est en fonction de ce qu'ils sont que vous agissez. L'homme, qu'on le veuille ou pas, est un être qui est, je vais le dire en anglais, qui est self-interested. Je ne veux pas dire égoïste parce qu'il y a une différence entre self-interested et égoïste. Celui qui est self-interested, généralement, il poursuit ses intérêts sans que la poursuite de ses intérêts fasse du mal aux autres. C'est-à-dire, il est juste concentré, il fait ce qu'il a à faire pour arriver à ses objectifs. L'égoïste, lui, il le fait au détriment des autres. Et donc, c'est cette politique, et donc c'est cette théorie que Machiavel avait développée dans Le Prince. Et que, bon, bien sûr, ce sont surtout ces recommandations qui sont un peu noires, je vais dire. Et donc, ce qui fait que, voilà, les gens ont peur, on dit que, voilà, il est cynique, etc. Et donc, le lien ici avec Thomas Sowell, c'est que Thomas Sowell aussi commence comme ça. Thomas Sowell a écrit un livre très puissant qui s'appelle A Conflict of Vision, un conflit de vision.
Et dedans, il a fait une analyse comparative entre la vision contrainte et la vision qui n'est pas contrainte. La vision contrainte prend l'être humain tel qu'il est. Comme une fois de plus, l'être humain est self-interested. Et je l'ai toujours dit, même quand on fait des actions qui peuvent sembler être altruistes, je ne crois pas en l'altruisme. C'est-à-dire qu'on le fait pour avancer notre intérêt personnel. Je m'explique. Lorsque, par exemple, vous marchez dans la rue et vous voyez un mendiant, vous lui donnez $20. OK. Quand vous lui donnez les $20, tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez changé la priorité de votre intérêt personnel. C'est-à-dire que vous avez mis l'intérêt personnel du mendiant au-dessus du vôtre. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes subitement la Vierge Marie ou voilà, Sainte Thérèse. Au contraire, c'est-à-dire vous lui avez donné le billet de $20, il est content, mais vous aussi vous êtes content parce que vous avez ici poursuivi votre intérêt personnel qui était d'être perçu comme quelqu'un de bien. Voilà. Et je veux dire, ça n'a rien de mauvais de poursuivre son intérêt personnel. C'est juste que maintenant, on fait croire aux hommes que si tu ne priorises pas l'intérêt des autres par rapport au tien, tu es méchant, alors que ce n'est pas ça. Et c'est ce qui fait que Thomas Sowell est vu comme quelqu'un de froid, quelqu'un qui n'est pas sensible à la peine et à la souffrance des autres. Alors qu'il dit tout simplement que prenez les êtres humains tels qu'ils sont. Ce sont des êtres vivants qui poursuivent leur intérêt personnel. Et c'est en fonction de ce constat qu'on peut maintenant développer des recommandations afin d'améliorer la condition humaine sans tout autant les changer. Alors que la vision non contrainte qui a été développée par Rousseau dans, comment on appelle ça, du contrat social. De l'inégalité. Ouais. Voilà, et du contrat social, il dit que l'être humain est fondamentalement bon et que ce sont les facteurs externes qui le corrompent. Mais en disant ça, ça veut dire que l'être humain en réalité n'a pas de responsabilité. Parce que si je me lève et que je vais braquer une banque, ah oui, c'est parce que j'ai vu à la télé qu'on peut braquer une banque, donc je vais braquer une banque. Alors que j'ai le libre arbitre. Il y a des conséquences. Je sais que si je me lève que je vais braquer une banque, on va m'arrêter et on va me condamner. C'est un crime. C'est pour ça que je n'en disconviens pas du fait que c'est vrai que l'environnement a un certain impact sur nos agissements. Mais nous avons tout de même le libre arbitre. Ce n'est pas parce que tu vois les autres faire que tu es obligé de faire comme eux. C'est pour ça qu'on n'est pas égaux fondamentalement. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui réussissent, il y a d'autres qui restent médiocres et il y a d'autres qui ne réussissent pas. Et donc, avec Thomas Sowell, c'est ces trucs basiques-là dont il parle et les gens ne le comprennent pas. Ils pensent qu'il est en train de faire les affaires des Blancs ou voilà, que aux États-Unis, on le traite de traître. Que, voilà, en fait, l'expression aux États-Unis, c'est Uncle Tom, qui est utilisée de manière très péjorative. Oui. Mais si tu me permets, je vais ajouter quelque chose pour que les gens comprennent Sowell. Sowell, c'est l'homme qui a réussi à traduire Hayek au grand public. Oui. Il y a plusieurs grands livres académiques de Sowell. Il y a des livres qui sont plus populaires. Dans la catégorie académique, il y a un livre qui s'appelle Knowledge and Decision, qui est la traduction de Hayek. Et il explique dedans comment est-ce que l'information est créée en société, comment est-ce que les marchés génèrent de l'information et comment, via les prix agissent comme des signaux de circulation qui nous informent sur comment agir. Et donc, puisque c'est le marché qui génère cette information-là, qui agrège toutes les connaissances qu'on a sans avoir à toutes les collecter, toute l'information est incorporée dans le prix. Le résultat de ça, c'est qu'il dit que tu ne peux pas planifier un ordre à cause de... tu ne peux jamais être aussi bon que la capacité des prix de transmettre une tonne d'informations sans avoir à la collecter, parce que dès que les gens agissent, le prix change et finit par refléter toutes les préférences des individus. Et tu as une agrégation. Le livre sur lequel lui se fait accuser souvent d'être un Uncle Tom, le Conflict of Vision, Sowell va un pas plus loin. Il dit, écoute, ceux qui comprennent le mécanisme de marché que Hayek met de l'avant, Hayek d'ailleurs le dit qu'il avait traduit, Sowell avait fait la meilleure élaboration de son propos, mais la vision
unconstrained, c'est que l'être humain existe et il a ses intérêts à lui, il les cherche et tu peux pas, il n'est pas malléable, c'est pas quelque chose que tu dois changer. Il reflète dans l'idée que l'être humain, tu le prends tel quel, puis tu peux pas le changer, c'est les institutions, c'est les règles du jeu, c'est le processus évolutionnaire des institutions, de nos traditions, de nos us et coutumes. Et à cause qu'il dit que ça, c'est le système le plus supérieur, même s'il nécessite constamment des petites améliorations à la marge, c'est en opposition avec, c'est pour ça que la gauche l'haït, avec la vision unconstrained, où est-ce que les gauchistes, eux, ce qu'ils ne veulent pas, et c'est pour ça qu'il lui les haït aussi, c'est que eux pensent qu'ils sont capables de planifier et changer l'homme, et donc de substituer à tout ce mécanisme-là qu'il a décrit, qui n'a pas besoin de planification, qu'on peut substituer tout ça par un individu qui est doté d'une connaissance absolue, genre une sorte de Joël Arsenault brillant qui n'oublie pas son mot de passe, ou un chef du PQ qui un grand leader. Tu vois, j'ai reparti le compte à rebours. Ça faisait 15 jours, on est retourné à zéro, malgré que je sois moi-même un péquiste selon Yann, mais que tu as juste besoin du bon leader en place qui, lui, n'étant pas contraint, peut malayer l'homme. Et c'est ça qui est pour ça que la gauche déteste beaucoup Sowell, c'est qu'il attaque vraiment les fondements de leur raisonnement dans l'essentiel. Mais pourquoi voir la nature humaine telle qu'elle est, c'est aussi mal vu que ça? C'est un peu ça pareil, parce que, tu sais, dans le fond, le Sowell, en fait, il le dit pas de même, mais peut-être qu'il a traité de cette question-là plus tard dans sa vie, j'en ai aucune idée. Je suis pas familier avec les derniers trucs qu'il a publiés, mais tu sais, tout ce qu'on appelle le signaling, là, le virtual signaling, en fait, ça vient mettre le doigt sur un comportement qui est foncièrement humain, qui est de dire, ben, la plupart des gens ne se contentent pas de supporter moralement une cause, ils se sentent le besoin de le montrer aux autres, parce que dans ce support-là, qu'il soit réel ou purement symbolique, ils retirent une satisfaction personnelle de le faire. C'est pas, moi, je trouve pas ça mauvais que des gens fassent ça en soi. Ce qui est mauvais ou ce qui me paraît discutable, c'est de le cacher et faire semblant que ça n'existe pas. L'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Puis, tu sais, je pense que c'est Sowell, c'est un peu sur ça qu'il met le doigt, là, d'une certaine façon. Là. Oui, exactement. Et c'est ce qu'il critique. On ne dit pas de ne pas faire des choses pour les autres. Je dis, c'est normal, on est tous êtres humains et on a de l'empathie, on a de la compassion pour les autres. Mais ce que la gauche tente de faire, c'est-à-dire, la gauche essaie de montrer que lorsqu'on manifeste cette empathie, c'est comme si on ne cherche pas à dériver une satisfaction personnelle de ça. Alors que peu importe, on le dérive toujours. Quand on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, les gens qui mettaient, je me rappelle lors de la mort de George Floyd, les gens qui mettaient les carrés noirs, là, ils l'ont mis. Il y a plein, moi je sais que je connais personnellement des amis qui n'ont jamais mis les pieds dans des quartiers noirs, mais voilà, qui faisaient le virtue signaling pour se taper un peu, voilà, l'épaule. Je suis quelqu'un de bien, je contribue à tout ce qui se passe et puis voilà, ils sont contents. Voilà, c'est une manière d'apaiser, on va dire, leur conscience. Et donc Tommaso lui dit plus ou moins, il n'y a pas à avoir peur de dire la chose que voilà, je le fais parce que je veux me sentir bien. Il n'y a rien de mal à ça. Et en plus de ça, le fait qu'il soit aussi mécompris, c'est parce que, comme il est noir, on se dit qu'il y a certaines cases qu'il doit cocher. Et ça, c'est typique aux États-Unis. Tu es noir, il faut que tu sois de gauche, il faut que tu crois au group economics, il faut que tu crois au droit du groupe par rapport au droit de l'individu. Mais Joe Biden l'avait dit, si tu votes pour Donald Trump, tu n'es pas noir. Voilà, c'est ça, exactement. Et ce que Tommaso fait, c'est que quand il analyse les phénomènes sociaux et économiques, il commence avec la méthodologie individualiste. Parce que, qu'on le veuille ou pas, l'individu est la plus petite minorité au monde, comme Ayn Rand l'a dit. C'est comme James Buchanan l'a dit aussi dans le cofondateur de la théorie du choix public, est l'un de mes économistes préférés. Il a dit que l'individu est
est la première unité de la conscience sociale. Donc, quand on veut analyser les problèmes économiques et sociaux, il faut toujours commencer par les choix des individus. Et c'est là où tout est le problème. Lorsque ces phénomènes se passent et qu'on voit les résultats, on fait comme si les personnes qui sont affectées ne sont pas des individus. On prend les groupes, c'est-à-dire on ne considère pas les personnes dans le groupe. On prend le groupe tel qu'il est, indépendant des individus qui la composent. Et ça, on appelle ça l'holisme ou le holisme. C'est-à-dire on commence du haut pour aller vers le bas. Alors qu'il faut commencer vers le bas pour aller vers le haut, parce que dans tous les groupes, il y a des individus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un groupe, puisqu'il n'y a que des individus, donc c'est une agrégation d'individus, il y a toujours un dans le groupe qui va vouloir imposer sa vision, lui qui est généralement charismatique, qui va vouloir imposer sa vision aux autres. Et les membres faibles du groupe qui n'oseront pas parler vont suivre la voix de la personne dominante. Donc, ce qui fait que lorsque un groupe agit, ce n'est jamais collectif, c'est toujours individuel parce qu'il y a un qui a imposé sa vision aux autres, les autres ne font que suivre. Et ceux qui vont vouloir résister, ben, ils sont réprimandés. Moi sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui m'envoient plein d'injures racistes. Je dis, ah, les gars, vous souffrez. Vous souffrez, moi, je m'en fous. Moi, je dis ce que je pense. Vous n'allez pas changer ce que je pense parce que, avant d'être noir, je suis un individu. Je n'ai pas choisi ma couleur de peau, je n'ai pas choisi le pays dans lequel je suis né, je n'ai pas choisi ma famille. Cependant, j'ai une éducation et mon éducation me permet de comprendre les différents facteurs de la société, les différents phénomènes de la société qui font que nous agissons différemment. Voilà, et donc, ma couleur de peau et ma culture n'est pas au-dessus de qui je suis. Parce que la culture, je peux la changer. Bien, je ne vais pas blanchir ma couleur de peau comme Michael Jackson, mais je ne vais pas... Il y a d'autres choses que tu ne devrais pas faire si t'es Michael. Il y a plein de choses que Michael Jackson a faites que tu ne devrais pas faire. Pas juste le blanchiment. Ouais. Voilà, je ne vais pas le blanchir, mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas lié pour la vie à une certaine culture. La culture, ce n'est qu'une assemblée de comportements qu'on manifeste au cours des décennies. C'est ce qui devient une culture. Je vais donner deux exemples. Par exemple, dans le monde occidental, on sait très bien que personne ne doit manger son animal domestique, que ce soit un chat ou un chien. Par contre, en Chine, les gens le font. Voilà, en Chine, c'est plus ou moins quelque chose de culturel. Pourquoi? Parce que les gens le font, ça fait des décennies ou même des centenaires. Alors qu'ici, si tu le fais, déjà on te voit comme un fou et en plus de ça, tu iras en prison parce qu'il y a des lois qui protègent les animaux. Donc, c'est pour dire que la culture, c'est quelque chose qu'on crée. Et Hayek avait parlé de ça justement dans son livre Law, Legislation and Liberty, où il parle du spontaneous order, l'ordre spontané. Il dit que les lois, ce sont justement les coutumes dont on n'a pas écrit sur papier. Alors que la législation, elle a été créée par l'homme pour justement contrôler les comportements. Écoute, une petite question pour, juste avant, Germinal, ce que tu dis là m'intéresse énormément parce que au Québec, ce qui est quelque chose que tu connais très peu, veux pas parce que tu viens de la Côte d'Ivoire, tu es aux États-Unis, je veux dire, tu sais qu'il y a des gens un peu bizarres qui parlent français en haut, mais c'est pas quelque chose qui touche énormément, à part quand tu nous parles à nous. Mais nous, la culture au Québec se définit presque entièrement au travers de la langue. On a même des lois justement pour protéger cette langue française-là, et ainsi de suite. Je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que justement, tu n'es pas dans ce contexte-là de ton côté. Tu es complètement en dehors de ton contexte. Tu dis, par exemple, qu'on essaie beaucoup de t'identifier à la culture des Noirs, tout ça, puis que pour toi, tu ne veux pas être attaché plus qu'il faut à ça. Est-ce que ça t'est passé par la tête que la langue parlée pouvait être autant un facteur culturel dans certaines communautés? Oh oui, bien sûr. Par exemple, la langue même, elle est le premier facteur qui nuit les gens. Lorsque vous allez en territoire étranger et que surtout vous ne parlez pas la langue, la première des choses que vous faites, c'est de trouver des gens qui sont originaires de votre terre natale, qui parlent la même langue. Pour que, voilà, parce que l'homme a ce besoin d'appartenance. Et ça, c'est quelque chose, c'est pour ça que Aristote disait que l'homme est un animal social. Parce qu'on a ce besoin d'appartenance. On veut toujours faire partie d'un groupe.
C'est pour ça que la gauche est très forte à exploiter ce concept pour faire prioriser les soi-disant intérêts du groupe au détriment des intérêts des individus. Voilà, c'est parce que, et ça je comprends bien, c'est surtout, et vous voyez ça purement au lycée. C'est pour ça qu'au lycée, on fait des conneries. Parce qu'on veut faire partie d'un groupe pour se sentir cool, pour se sentir aimé. Voilà, c'est comme ça. Moi, personnellement, me sentir aimé, ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Moi, ça a toujours plutôt été le respect. Moi, je me suis dit, je n'ai pas besoin que tu m'aimes, mais j'ai besoin que tu me respectes. Et la façon pour moi de gagner ton respect, c'est de produire des résultats. Parce que les résultats, on ne peut pas les défaire. On ne peut pas les défaire. Tu me donnes envie de t'amener sur un autre aspect de Sowell, qui est son livre peut-être le plus controversé, Black Rednecks and White Liberals. Oui. Il y a deux aspects parce que tu parles beaucoup. Juste le titre, ça donne envie. Ah non, mais je ne veux pas résumer la thèse. Je voudrais que... Je veux le laisser à Germinal de faire cet aspect-là, mais j'aimerais ça que quand tu résumes ce livre-là, parce que les auditeurs devraient savoir l'existence de ce livre-là pour la raison suivante, c'est que c'est probablement l'économiste qui parle le plus de la culture comme institution. Puis si tu pouvais, dans le processus, parce que j'étais en train de lire en passant ton autre livre sur Wealth Inequality in America, en 2 volumes, là, fait que je suis en train de me taper ça. Puis je voudrais que tu parles de comment l'aspect Black Redneck, mais aussi comment est-ce qu'il parle de lui, de la grande migration des Noirs du Sud vers le Nord et pourquoi c'est pour lui la meilleure époque de progrès socio-économique des Noirs. Si tu pouvais trouver une manière de rope this in, je pense que les auditeurs adoreraient entendre ça. Oui, bien sûr. Dans Black Redneck et White Liberals, Thomas Sowell d'abord parle du parallèle entre les immigrés britanniques du 19e siècle, surtout ceux qui faisaient partie de la classe du prolétariat, et les Noirs, c'est-à-dire eux maintenant, là on était à une période où plus ou moins l'esclavage a été aboli, et donc maintenant les Noirs essayaient de s'intégrer dans la société américaine. Et les Britanniques qui avaient émigré aux États-Unis, mais qui ne faisaient pas partie de la classe... Dans le Sud, en passant. Ouais, dans le Sud surtout, et qui ne faisaient pas partie de la classe aristocrate, de la classe sudiste aristocrate. Ce sont eux en réalité qui ont créé la culture ghetto. Et la culture ghetto, ce qu'on a réussi à faire aux États-Unis, c'est une mauvaise réussite. Hein, mais ce que les gens ont réussi à faire aux États-Unis, c'est de créer une corrélation entre la race et la culture et le statut social. Aux États-Unis, quand tu es noir, on a tendance, même un noir qui est financièrement riche, on a tendance à penser que sa vie a été extrêmement difficile parce qu'il est noir. Et donc, on a fait cette corrélation en se disant que noir est égal à pauvreté et crime, blanc est égal à éducation, richesse, fortune et noblesse. Alors que ce n'est pas le cas. Il y a plein de blancs qui vivent dans les trailers, qui sont pauvres. Voilà, il y a des noirs aussi qui sont extrêmement riches qu'on ne voit pas. Mais c'est cette corrélation qui a été faite, cette corrélation sociale qui a été faite, et maintenant qui est devenue le standard de l'ordre social américain. Et donc, Thomas Sowell expliquait que les Britanniques pauvres qui se sont installés dans le Sud, ce sont eux en réalité qui sont les fondateurs de la culture ghetto, qui est la culture de la pauvreté. Et ce sont des gens qui les rednecks. Voilà, et ce sont eux qu'on appelle justement les rednecks. Et ils s'engageaient dans des comportements contre-productifs. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se donnaient à l'alcool, qui se donnaient au vice et qui étaient qui détestaient... Moins de contrôle des impulsions, c'est ça que Sowell parle. Voilà, c'est ça. Et qui détestaient l'initiative privée, qui n'aimaient pas l'entrepreneuriat, qui n'aimaient pas les gens qui se débrouillaient. Et c'est cette culture-là qui a été justement transférée chez les Noirs. C'est-à-dire, les Noirs ont adapté ce mauvais comportement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, surtout quand on voit les Noirs aux États-Unis, on se dit que être noir, c'est être ghetto. Un noir dans une école qui s'exprime bien, qui articule, c'est vu comme une exception à la règle. Alors que articuler n'a rien d'extraordinaire. C'est normal d'articuler, c'est normal d'être propre, c'est normal de bien s'exprimer. Mais voilà, c'est devenu l'exception à la règle. Un noir qui a de bonnes notes à l'école, on dit qu'il est white.
comme si la science est réservée qu'à une seule race, alors que la science est universelle. Voilà, et donc pour les gens maintenant, être noir, c'est-à-dire c'est être engagé dans tout ce qui n'est pas productif, l'alcool et tous les vices qui vont avec. Et le pire, c'est que maintenant, les Noirs prennent fierté là-dedans. Pour eux, c'est une forme d'accomplissement. Alors qu'il n'y a rien à être fier. Je dis, allez faire 10 ans de prison. Il y a quelle fierté là-dedans? Et j'avais même écrit un livre qui s'appelle Black Culture and Generational Poverty, qui est littéralement une extension de Black Rednecks and White Liberals, où justement, j'avais dit que un symbole de réussite dans la communauté noire, c'est Clarence Thomas. Mais les gens le détestent. Pourtant, Clarence Thomas, en réalité, est l'homme noir le plus puissant des États-Unis. Il est juge à la Cour suprême. Et le gars, il va mourir dans ce fauteuil-là, à prendre des décisions qui affectent la vie de tout le monde sur des décennies. Donc voilà, et pour moi, c'est une inspiration parce que moi, j'ai regardé son documentaire, j'ai lu son livre, j'ai lu plein d'articles sur lui et il a commencé vraiment au bas de l'échelle pour devenir juge à la Cour suprême des États-Unis. C'est le plus grand accomplissement qu'on puisse voir. Mais pourtant, dans la communauté noire, ça, c'est mal vu. Et c'est parce que, justement, quand les Noirs ont commencé à adopter la culture des rednecks, donc cette mauvaise culture-là, ils ont fait de ça leur culture à eux. Pourtant, ce n'est pas la culture fondamentale des Noirs. Je vais faire 2 petits commentaires pour ajouter à ça. Ce que Soul dit, c'est qu'il y a aussi un truc, puis c'est vraiment important pour les auditeurs, puis ça montre. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec l'aspect culturel, mais il y a sur l'explication, mais que l'idée que la culture compte, je n'ai pas de problème avec ça. Mais le point qu'il fait, puis qui est vraiment important, c'est qu'il dit les institutions ont aussi empêché toute récompense de changer ces comportements-là. C'est comme si, puis il parle de la politique là-dedans, donc dans la visite, les unconstrained, ceux qui arrivent pour changer la société, une des choses qu'ils ont faites par accident, sans comprendre les complexités de leur action politique, c'est qu'ils ont gelé la culture, puis ils ont dit qu'il n'y a aucune incitation à changer de groupe, d'adapter certains traits de comportement, parce que tu n'auras aucun rendement à le faire, on va rendre les emplois moins accessibles. Donc, il dit qu'il y a comme une interaction perverse entre les mauvaises institutions et les politiques publiques. Mais il dit, par contre, si tu regardes parmi le groupe, parmi les Noirs américains, ceux qui ne sont pas nés aux États-Unis, par exemple, les gens de la Barbade, des Bahamas, des Bermudes, des pays africains, parmi les Noirs qui ont immigré aux États-Unis, tous les Noirs qui ont immigré aux États-Unis sont massivement plus élevés en statut socio-économique. Ouais. Ils souffrent, toutes choses étant égales par ailleurs, de certaines pénalités, mais la pénalité est massivement plus petite pour lui, ce qui donne un peu l'idée de l'importance à l'intérieur du groupe discriminé, parce qu'il y a, si tu es d'accord avec ça, qu'il y a une portion qui est due à un autre aspect que juste les lois. Et ça, c'est la chose que Soul se fait haïr pour, c'est qu'il dit que mais il y a une partie de l'histoire que ça doit être de l'introspection. Puis il y en a un autre qui est haï, c'est Glenn Loury, qui est aussi un conservateur noir qui est économiste à l'Université Brown. Il est haï pour la même exacte chose parce qu'il dit, à un moment donné, il faut faire un effort d'introspection. Puis je vais faire un autre commentaire, puis ça, je vais te pousser sur la grande migration parce que c'est super important. L'autre chose que Soul souligne qui vaut vraiment la peine d'être mentionné, c'est que les Noirs américains, lorsqu'ils sont en situation de déplacer vers le Nord et qui sont exposés à d'autres cultures, rapidement voient la valeur de faire des changements et les comportements s'ajustent rapidement et il y a un progrès incroyable. Puis je veux vraiment te pousser à parler de ça, cet aspect-là de bon, c'est quoi la grande migration, mais pourquoi c'est si important que ça dans l'argument de Sowell? D'abord, je voudrais revenir rapidement sur un point que vous avez mentionné au niveau des institutions qui contribuaient justement à maintenir les Noirs dans une certaine dépendance. Et c'est justement l'État-providence libéral qui justement ont implémenté des politiques. Moi, personnellement, je pense que ce sont des politiques délibérées pour maintenir justement les Noirs dans cet état de dépendance parce qu'ils voient les Noirs comme un bloc électoral, un bétail électoral important.
qui est politiquement loyal, et donc ils se disent que si on leur inculque les idées d'indépendance, ils n'auront plus besoin de nous, et donc on perdra leur vote. Et maintenant, pour venir à la grande migration, lorsque vous allez en terre étrangère, vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, mais de vous battre pour réussir, parce que vous n'avez pas les ressources et les institutions pour vous fournir les ressources qu'il faut. Et c'est ce qu'on a vu justement après la Première Guerre mondiale. Il y a eu The Great Migration, où les Noirs quittaient massivement le Sud pour aller s'installer dans le Nord, ou au Nord-Est, ou dans le Midwest, ou même à l'Ouest. Et ce qui est intéressant à cette période, c'est que les Noirs étaient très entrepreneuriales. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Il n'y avait pas l'État-providence. Ils étaient dos au mur. Vous allez en terre étrangère. Lui qui quitte son territoire natal, on va dire l'Alabama par exemple, et qui se retrouve à Boston, c'est un autre monde. Pourtant, c'est le même pays, mais c'est un autre monde, une autre culture. Et il n'y a pas d'État-providence. Donc, qu'est-ce que cette personne est obligée de faire? Cette personne est obligée de se battre pour réussir et pour pouvoir vivre, tout simplement. Et c'est ce qui a fait que les Noirs, durant cette période, étaient littéralement sur le point de devenir autosuffisants. Et c'est cette politique-là que Booker T. Washington prêchait, qui, lui, qui a été mal compris par rapport à W.E.B. Du Bois. Et donc, la grande... Pour les auditeurs, les dons qui sont mentionnés, Booker T. Washington, c'est comme un libéral dans notre gang à nous. Puis W.E.B. Du Bois, c'est comme une sorte de Gabriel Nadeau-Dubois qui fait paraître Gabriel Nadeau-Dubois comme un modéré. W.E.B. Du Bois a défendu Staline plusieurs fois. Le gars, c'était un communiste. Le gars, c'était vraiment... Il a défendu tous les dictateurs sur Terre tant qu'ils étaient communistes. Ouais, c'est ça, exactement. et donc, ce qui faisait que au sein de la communauté noire dans les années 20, dans les années 30, surtout dans les années 20, la communauté noire prospérait socio-économiquement. Il y avait un taux très élevé de self-employment. Parce que voilà, les Noirs ouvraient des petits business tels que des salons de coiffure, ils ouvraient plein de business pour créer des services. Et cela, justement, créait de l'emploi au sein de la communauté. Et d'abord, dans les années 30, les Noirs ont commencé leur migration politique en passant du républicain au démocrate. Les Noirs commençaient à aller vers Roosevelt. Mais autant, l'État-providence avait été créé sous Roosevelt, mais ce n'était pas disponible aux Noirs. C'était plus pour les pauvres blancs. L'État-providence est devenu disponible aux Noirs sous Lyndon Johnson. Puis là, on parle des années après le crash de 1929, Roosevelt. Ouais. On appelait ça déjà, ce moment-là, la Grande Dépression. New Deal, je pense. Oui, c'est ça. Ouais, pour les auditeurs, l'État-providence américain jusqu'aux début des années 50 et clairement début des années 60 était hyper discriminatoire. Oui. Les programmes sociaux étaient conçus pour les Blancs. Okay? Oui. Fait que l'État-providence était explicitement raciste. Oui. Dans cette période-là. C'est vraiment important de comprendre cet aspect-là de l'histoire américaine. As-tu un exemple, par exemple, des coupons pour les vouchers, l'épicerie ou des choses comme ça? Les Noirs n'avaient pas, les Blancs n'avaient? C'est ça. Ben, même chose aussi pour le housing. Il y avait des règles, en fait, il y avait des applications, des fois, de la ségrégation au urban housing, donc les logements sociaux à toute fin pratique. Tu as un excellent livre d'un juriste qui s'appelle Rothstein, The Color of Law, qui pointe exactement à cette discussion-là de la période où est-ce que l'État américain est explicitement, même s'il grossit pour redistribuer, la redistribution a un biais très favorable aux Blancs. C'est uniquement avec Johnson en 1964 que ça change. C'est spécial, parce que de la manière qu'on nous vend l'État-providence, l'État-providence est bon, on pense à la veuve et l'orphelin, cet État-là est pro-diversité, cet État-là veut penser à tout le monde, c'est très égalitaire. Ce qu'on se rend compte, c'est que lors de la création de l'État-providence américain, lorsqu'on fait grossir le gouvernement,
ben c'est très, très, très ségrégationniste à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'est la même histoire avec les syndicats en passant. Hein. Les premiers syndicats aux États-Unis étaient hyper anti-noirs. En fait, c'était une des choses. C'était un des grands livres conservateurs des années 50-60. C'était Unions Against Blacks. Oui, les syndicats, le but d'avoir un atelier fermé, un closed shop, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait de noirs dans le shop. Là. Le but du syndicat, c'était d'exclure les travailleurs noirs. Donc, les premières décennies de ce que tu pourrais associer au mouvement généralement à gauche, aux États-Unis, il y a un aspect imminemment raciste à la gauche que la gauche américaine essaye de faire oublier, mais qui fait partie de son placard. C'est pas que la droite américaine est exclue de ce problème-là, mais la gauche américaine a ce passé raciste. Mais t'avais pas ça aussi avec les premières mesures pour les gun control, que le but objectivement de ça, c'était d'empêcher les Noirs d'avoir des fusils, finalement, là. En partie, mais il n'y a rien de pire. Il ne faut jamais oublier, par exemple, que le NRA, pendant longtemps, ne voulait jamais défendre des Noirs américains. Et il n'y avait rien de pire qu'un Noir avec une arme. Alors que si tu regardes les anarchistes noirs des années 60, eux autres, ils disaient « Guns are awesome. They prevent people from lynching us. » Puis il y a des auteurs libertariens, ça vaut la peine de le souligner. Stephen Holbrook, qui est mon préféré là-dessus, il a écrit un livre qui s'appelle Securing Civil Rights. OK? C'est vraiment ça. Securing Rights, Freedmen and the 14th Amendment. Il explique fondamentalement que le 14e amendement, qui est un des amendements post-guerre civile, qui a pour but de garantir les libertés civiles des gens, il n'y avait pas dedans et que la raison qu'il y avait une portée de facto dans la société civile du 14e amendement, c'était que les Noirs américains pouvaient s'armer et résister l'agression de l'homme blanc. Et donc, la culture des armes à feu dans la communauté noire était en fait un acte de résistance. Et donc, les droits civils étaient protégés par les armes à feu. Moi, c'est mon truc préféré de pouvoir dire que guns are awesome for civil rights. Et surtout, Maj Touré dans le mouvement libertaire, il est pro-guns. Hein, c'est le noir même le plus connu en Amérique pour être en faveur des armes à feu. Pour revenir un peu à la conversation initiale, c'était que quand justement Johnson a étendu l'État-providence maintenant aux Noirs et aux minorités raciales, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ils ont justement changé le système pour, comme je disais tout à l'heure, pour créer une dépendance dans la culture noire. Et ils encourageaient justement Thomas Sowell, Shelby Steele, Walter Williams, tous ces conservateurs noirs. Walter Williams qui était à George Mason, il faut se souvenir, voilà. Un grand économiste, excellent économiste. Écoute, pour les auditeurs, il faut quand même que je dise à quel point c'est une légende. Il était tellement un bon économiste qu'il a donné son dernier cours de doctorat puis il est mort dans son char, le dernier cours du dernier soir, mais juste avant de corriger, par contre. Il n'a pas corrigé l'examen, mais il a donné son dernier cours de la session puis il est mort dans son auto avant de rentrer chez lui. C'était une légende. Là, oui, c'était son rêve, il avait dit, c'était de mourir après, juste en ayant fini son cours. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était une légende et j'ai un énorme respect pour Walter Williams. Et donc, tous ces gars-là ont décrié justement que l'État, surtout l'État-providence, n'encourageait pas les personnes qui recevaient the kind, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais puisqu'ils étaient compensés en bien, on va dire. Et donc, il ne les encourageait pas à devenir indépendants. Et donc, il décriait que, par exemple, l'État-providence encourageait les femmes à devenir célibataires en ayant des enfants avec plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que voilà, pour chaque enfant qu'elles ont avec différents hommes, elles collectent les chèques et ça leur permet de vivre. Et donc, que si le père était présent, ils n'auront plus rien. Que les transferts baissaient. Donc, dans la définition des politiques publiques, oui, ils étaient plus généreux, mais il y avait des incitations qui étaient perverses contre des institutions qui sont très favorables au développement, la famille, l'entrepreneuriat, l'effort. Puis, il ajoute aussi, en passant, il faut le mentionner, le salaire minimum. Le salaire minimum, c'est la mesure la plus hostile. La plus hostile, oui, surtout contre les Noirs et les autres minorités raciales aussi, exactement. Et c'est tout ça que, justement, Thomas Sowell décrit. Et les gens disent qu'il est insensible.
Et le problème majeur, c'est que Thomas Sowell n'est pas concerné par l'intention. L'intention, c'est bien, mais on s'en fout. Si c'est l'intention, ben, le socialisme est le meilleur système économique au monde. La France, ça serait un paradis. Voilà. Ouais. Mais ce qui est important, c'est le résultat. Quel est le résultat des politiques que nous implémentons? Et lorsque nous regardons le résultat par rapport à l'intention, on voit bien qu'il y a une très grande... il y a un écart, il y a un très grand discrepancy. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est ce que Thomas Sowell décrit. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Même dans le livre, j'ai parlé de son livre qu'il a écrit, Civil Rights, sur est-ce que c'est une rhétorique ou bien c'est réel. Et donc Thomas Sowell a critiqué le Civil Rights Movement, pas parce qu'il était contre, mais parce qu'il disait que les Noirs étaient trop préoccupés par le symbolisme, le symbole que ça représente plutôt que les résultats que ça va générer. Et c'est cette même philosophie que la gauche a continué à perpétuer. Lorsque vous regardez, par exemple, un Noir américain qui est élu, oh, the first black, comme si... Je ne comprends pas, au fait. OK, tu es le premier Noir à être élu, congratulations. Quelle est ta politique? Quels sont les résultats que ça va générer? C'est ce qui est important. Je prends l'exemple de Lori Lightfoot, qui était le maire de Chicago. Elle a été élue first black lesbian to be elected mayor. Oh, wow. Mais, oui. Et les médias ont fait un topo là-dessus. Ils ont parlé. Elle n'est pas la première socialiste à être élue. Voilà. Et elle a été élue, tout ça. Mais quand vous regardez le résultat de sa politique, catastrophe totale. Le crime a augmenté à Chicago. Les trade unions ont eu beaucoup plus de pouvoir, ce qui faisait que les emplois maintenant étaient beaucoup plus compliqués à avoir. Beaucoup de businessmen ont dû quitter Chicago à cause de ces politiques-là. Donc, en quoi est-ce que sa race et sa sexualité ont à voir avec le résultat de sa politique? Et une fois de plus, ça, c'est des symboles qui distraient les gens. Et c'est ce que Thomas Sowell explique. Il dit que les gens sont trop distraits avec les histoires de symboles. Barack Obama, premier président noir, oui, mais et alors, le mec est un socialiste. Il faut dire les choses. Il vient, il étend l'État-providence, il essaie même de littéralement tourner les États-Unis en un pays socialiste. Mais voilà, et ça, quand on en parle, quand Thomas Sowell en parle ou quand les autres économistes noirs conservateurs en parlent, on dit que non, c'est des sell-out qui n'aiment pas Barack Obama. Non, ce n'est pas qu'on ne l'aime pas, c'est juste que sa politique n'est pas bonne pour l'épanouissement de l'homme. Aussi simple que ça, surtout pour ceux qui en ont besoin. Et c'est tout ça qui fait que Thomas Sowell est mal compris, parce que les choses qu'il recommande, ce sont des choses tellement simples, logiques. C'est-à-dire, ça ne doit même pas être débattu. Et pourtant, les gens débattent là-dessus à longueur de journée. Donc, on le fait passer pour le loup dans la bergerie. Donc, ce qui fait que pour ceux qui ne le connaissent pas, mais qui n'ont jamais lu ses livres, ils forment quand même une opinion de lui sans le connaître, surtout sans connaître sa philosophie, sans le lire. Et je trouve que c'est injuste. As-tu un aspect bibliographique à ton livre, dans le sens que tu nous décris un peu Thomas Sowell vient de où, exactement, il a quel âge? Biographique. Hein? Tu as dit bibliographique. Ça se peut, man. Une biographie, oui. Tu veux les détails de bio, là. Ouais, OK. Y a-t-il une portion biographie dans ton livre? Oui, c'est le premier chapitre, justement, du livre, parce que, voilà, il faut... c'est normal de commencer d'abord avec l'homme lui-même qui il est. Et donc, j'ai dressé un portrait de Thomas Sowell qui, d'abord, c'est un homme qui n'était pas destiné à réussir. Pourquoi? Parce qu'il est né dans des conditions extrêmement difficiles. D'abord, la période dans laquelle il est né en 1930 dans le sud des États-Unis, donc ce qui fait que c'est compliqué. En plus, en zone rurale. Son père est mort, je crois, un an avant sa naissance. 1930, ça le met à 94 ans? Ah, il est vieux, là. Oui, il aura 94 ans en juin. Wow! Ce mois, à la fin du mois. Il aura 94 ans à la fin du mois. Et donc, et sa mère est décédée un an après qu'il soit né. Et donc, il a grandi avec sa tante.
et sa tante et ses cousins. Et il n'avait pas, c'est-à-dire il n'est pas né dans des conditions riches. C'est pas comme si son père avait un trust fund. Voilà, il y a de l'argent pour toi au cas où. Rien de tout ça. Donc, il est né dans l'extrême pauvreté. Et lui et sa famille ont donc déménagé de la Caroline du Nord à New York, à Harlem. Et quand il est arrivé à Harlem, il a découvert une certaine discrimination entre les Noirs. C'est-à-dire les Noirs du Nord, c'est-à-dire les Noirs de New York et du Northeast, avaient une certaine condescendance pour les Noirs du Sud. Il disait que les Noirs du Sud, d'abord, ils avaient un accent, ils n'étaient pas très intelligents, ils étaient pauvres, etc. Donc, on voit déjà que même entre les membres de la communauté du même groupe racial, il y avait une mésentente. Mais Tommaso a quand même réussi à s'intégrer dans la culture new-yorkaise. C'était un très bon élève. Et après avoir... il n'avait même pas encore fini le lycée et il a abandonné ses études. Il a abandonné ses études. Il a travaillé à Western Union comme un messenger. Et ensuite, il a fait d'autres petits boulots. Et la raison pour laquelle il avait abandonné ses études, c'est parce qu'il y avait d'énormes querelles au sein de sa famille. Et donc, il n'en pouvait plus. Il a dit... Il va à l'aventure, il va se prendre en charge lui-même. Et donc, il a travaillé, comme je disais, à Western Union, il a fait des petits boulots par-ci, par-là. Et ensuite, il s'est éventuellement enlisté dans l'armée pour donner un sens à sa vie. Mais il a toujours été intéressé par les activités intellectuelles. Et donc, après avoir fini son service militaire, il a décidé de poursuivre ses études supérieures. Il a décidé d'aller à l'université. Et il a commencé à Howard University. Et là-bas, il disait que le problème avec Howard, c'est que les gens étaient plus soucieux du fait d'aller à Howard. Il a quand même souligné que Howard, c'est un historically black black college. C'est ça. C'était une université exclusivement pour les Noirs. Et c'est même l'université la plus réputée dans la communauté noire. Aller à Howard, c'est comme aller à Harvard pour les Noirs. Et donc, il était là-bas, il disait que les gens étaient plus préoccupés justement par le prestige d'aller à Howard University que par les défis intellectuels, la stimulation intellectuelle qu'ils allaient retrouver là-bas. Et donc, il a transféré. Il avait de très bonnes notes et donc il a transféré à Harvard University. Et à Harvard, c'était la même chose. Il a écrit sa thèse, il a majoré en économie. Il a écrit sa thèse sur le marxisme. Quand il était à Howard et Harvard, c'était un grand marxiste. Il a lu les 3 volumes du Capital de Marx. Il était convaincu. On dirait qu'il y a beaucoup de libertariens que c'est ce qui vous est arrivé dans leur vie, de commencer par le marxisme. Lire Marx, ça te permet de savoir à quel point tu es con. Après ça, tu peux effacer les affaires. Tu es là, OK, je le sais que je suis capable, il faut que je recommence à zéro. C'est une bonne manière, ça ne fonctionne pas toujours. Mais je te dirais que lire Marx au complet, c'est une garantie de 50% de chance de ne plus être marxiste pour le reste de ta vie. Et il va apprendre ça, ça dépend. Parce qu'il gradue de Harvard avec sa thèse undergrad qui a été approuvée sur le marxisme et tout ça. Et donc, il voulait faire maintenant des études. Il voulait faire un master à cause de George Stigler. Il voulait surtout se focaliser sur l'histoire de la pensée économique. Pour ceux qui ne connaissent pas George Stigler, c'était un économiste américain de la tradition de Chicago qui a gagné le prix Nobel en économie en 1982. Et il enseignait à Columbia University, à Iowa State et à l'Université de Chicago. C'était un économiste très réputé. Lui et Milton Friedman avaient une relation très amicale. George Stigler l'appelait Mr. Micro. Pourtant, il était très grand de taille. Et Milton Friedman, qui faisait même pas 1m60, on l'appelait Mr. Macro. Et donc, leur relation était très intéressante. Mais pour revenir, donc, Tommaso est allé à Columbia. Et quand il est allé là-bas, George Stigler avait déjà transféré. Il était allé déjà à Chicago. Et donc, Tommaso se retrouve à Columbia University sans le mentor
qu'il voulait. Mais il a fait son année de master, il a fini. Et lorsqu'il a fini, il s'est retrouvé à Chicago. Et quand il allait à Chicago, il a tout fait pour que George Stigler soit son PhD advisor. Mais avant ça, il devait prendre les cours. Et il a pris les cours de Milton Friedman, Price Theory. Très, 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 très délicat. Et c'est là où il disait que étudier l'économie à Chicago, c'est comme un sport de contact. Parce que c'est chaud. Hein, surtout lorsque vous êtes dans la classe de Milton Friedman, il est surtout concerné par la rigueur de vos arguments. Et donc, lorsqu'il t'interroge, en plus, c'était la méthode socratique. Donc, voilà, le gars, il t'appelle. Hein, et il fallait que tu te défendes. Et si tu n'étais pas capable de donner un argument, il te vire du cours. C'était chaud. Ah oui, c'était chaud. Je l'aime encore plus qu'avant, Milton. Voilà, et putain, ouais, Milton Friedman, petit détail, mais le gars, il dominait, hein, il était intellectuel. Comme Brian. Pardon? C'est une référence à notre grand économiste français qui vient des fois dans le show. et donc, ce qui faisait que Milton Friedman était très intimidant. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que Thomas Sowell était à Chicago, qui était une université plus ou moins, qui était l'université la plus connue dans la tradition de l'économie libérale, qui était connue pour être plus conservatrice, le gars restait marxiste. Pourtant, il était entouré de tous les économistes, des prix Nobel. Mais qu'est-ce qui l'attirait là, justement? Mais justement, ce qui l'attirait, c'est qu'il a obtenu un stage au département du travail des États-Unis. Et il travaillait... J'aime tellement cette histoire-là, les gars, vous allez rire. Et il travaillait justement dans le département du salaire minimal où ils étudiaient la production de canne à sucre dans le Porto Rico. Et donc, il devait faire une analyse statistique sur l'évolution du salaire minimal par rapport au nombre d'emplois que ça créait. Et le gars, il fait ses études statistiques et tout ça. Et il voit qu'il y a une corrélation négative. Si tu augmentes le salaire minimum trop, il y a moins voilà, de job. Plus on augmente le salaire minimum, plus les emplois déclinent. Et le gars, il voit ça, il est tout content, il a fait ses recherches, voilà, il dit, je vais aller parler à mon supérieur. Et le gars, il essaie d'en parler, on dit, mais mec, de quoi tu parles? Fous-nous la paix, tais-toi, c'est pas des oignons. Donc le gars, il était déçu, il a dit, mais vous qui êtes supposé aider, c'est-à-dire vous avez ce salaire minimal justement pour permettre aux gens d'avoir un salaire et de pouvoir s'intégrer dans le monde professionnel, mais c'est ce même salaire minimal-là qui les écarte. Ça empêche qu'ils aient un emploi. Et donc, il avait même dit dans Uncommon Knowledge avec Peter Robinson que l'intérêt national, il avait dit que l'intérêt du gouvernement n'est pas la personnification de l'intérêt national. Ça m'a marqué. Parce qu'il a dit justement que le gouvernement a un agenda qui n'a rien à voir avec celui des individus ordinaires comme vous et moi. Nous, on pense qu'on est en train d'élire des gens qui représentent notre intérêt au sein du public, alors que les mecs, eux, ils font autre chose. qui, eux, avancent leur intérêt personnel. En gros, il n'y a rien de pire que de voir comment la saucisse est faite. Exactement. Et quand il a vu ça, et quand il a vu ça, il a été complètement désenchanté avec le marxisme parce que Karl Marx a toujours, on peut dire, l'un des pères fondateurs du salaire minimal. Et là, il voit que le salaire minimal crée du chômage. Ça n'a aucun sens. Et c'est là qu'il est devenu un défenseur ardent de l'ordre du marché. Parce qu'il a compris que le vrai salaire minimal, c'est $0. Le vrai salaire minimal, c'est le niveau de compétence que tu as. On te paye en fonction des compétences que tu as. Si tu as des compétences avancées, ben tu seras compensé comme il se doit. Si tu n'as pas les compétences, ben on ne va pas te donner un salaire qui est au-dessus de ce que tu représentes. Et quand il dit ça, bien sûr, les socialistes, ils perdent la tête. Mais comment tu peux dire qu'on n'a pas besoin de salaire minimal? Pourtant, c'est vrai. Ils n'ont pas à perdre. Ben oui, parce que si mettons, l'espace d'un instant, je suis l'intervenant de gauche qui arrive dans le débat, là.
vais me mettre un foulard de chapeau. Et là, moi, j'entends ça et je dis, mais voyons, mais Germinal, c'est parce que si on fait ça, en plus, c'est les premières victimes de tout ça seront inévitablement les gens de ta communauté, les gens avec ce mot que je trouve insupportable, les gens racisés là, qui vont être les premières victimes de ça, tout en se rendant pas compte que le fait de sous-entendre que les Noirs valent moins sur le marché du travail que les Blancs, c'est un statement absolument raciste. Voilà. Ils s'en rendent pas compte. Ils s'en rendent pas du tout compte. Tu leur dis ça. Mais non, mais t'es vertueux, Frank, si tu joues le rôle que tu es supposé jouer. Voilà, c'est une personne naturellement remplie de vertus. Mais c'est incroyable, pareil, de réduire les composantes d'un groupe. Ça fait penser au début, tu disais, c'est ton groupe, c'est ta couleur de peau, tout ça. Mais c'est encore pire parce qu'on réduit les gens sur la base d'un groupe qu'ils n'ont pas choisi. Exactement. Parce que tu peux choisir d'appartenir à un certain groupe. Moi, demain matin, je sais pas, je peux décider que je renoue avec la chrétienté, puis je m'identifie comme faisant partie du groupe catholique. Fait que pour moi... Non, t'es une femme avec un pénis. Non, mais pour moi... pour moi, quelqu'un qui est noir, s'il est catholique, ben, il fait plus partie de mon groupe qu'un autre blanc qui est protestant. À une autre époque, c'était ça. Parce que si tu te définis d'abord par l'aspect religieux, ben, la couleur de peau n'a peut-être pas nécessairement d'importance là-dedans. Moi, la personne qui fait partie de mon groupe, peu importe sa couleur, tant qu'il est chrétien, catho, il fait partie de mon groupe. Mais ça, c'est un groupe que tu as choisi là, d'une certaine manière, ou du moins que tu peux en sortir, tu peux entrer, tu peux en sortir. Mais tu peux pas décider d'arrêter d'être blanc ou d'arrêter d'être noir. Là. Et là où est le problème, justement, c'est que lorsqu'on regarde la communauté noire fonde son lien sur la couleur de peau. Puisque la communauté noire est une communauté collectiviste. Et moi, je trouve que le collectivisme, c'est un poison. Parce que ce que le collectivisme fait, c'est que ça transfère, c'est un transfert de responsabilité entre les membres les plus productifs et les moins productifs. Je donne un exemple. La communauté ou la culture africaine, qui est une culture collectiviste, on dépend beaucoup de ceux qui sont productifs. Je prends un exemple très simple. Dans une famille, par exemple, dans une typique famille africaine, qui a beaucoup d'enfants, il y a généralement un ou deux qui réussissent. Et donc, le reste, pourtant, qui sont tous des able-bodied persons, dépendent financièrement des gars qui ont réussi, au lieu eux-mêmes de créer leur propre avenir, leur propre richesse. C'est pas comme s'ils sont infirmes, ils sont pas infirmes. Mais ils se disent, par exemple, ils vont dire, Dr Geloso est celui qui a réussi dans la famille, donc c'est à lui qu'on va demander de l'argent chaque mois. Et c'est comme ça se fait. Et ce n'est même pas que dans la culture africaine, mais dans la culture même hispanique, le mexicain et tout ça, vous voyez les gars avec Western Union. C'est dur en passant de dire le mot culture ou comme ça, parce que c'est comme si tu disais qu'il y avait un tout, puis qu'il n'y avait aucune variance à l'intérieur du groupe, ou même que les individus avaient le même degré d'attachement. C'est très difficile de parler de ça. C'est pour ça que, puis tu as une phrase qui m'a fait cliquer, puis je pense à un moment donné, ça serait le temps de le dire. Toute forme de racisme, c'est naturellement un produit d'une pensée collectiviste. Oui. Parce que dès que tu te mets à catégoriser... Elle disait le racisme, c'est la forme... En fait, j'aime bien sa phrase là-dessus. Elle disait le racisme est la forme la plus primitive de collectivisme. Exactement. Parce que c'est basé sur des trucs très triviaux comme la couleur de peau, l'origine géographique de la personne, alors que des formes moins barbares, entre guillemets, de collectivisme, ce serait de dire ta classe sociale ou ton métier, par exemple, où là, les gens vont s'agréger en fonction de ce qu'ils font et non de ce qu'ils sont comme couleur. Mais il y a un truc en plus de ça qui m'a fait cliquer, c'est les collectivismes s'alimentent entre eux des fois. Fait que si, mettons, tu as une couple de racistes qui croient une certaine chose puis qui veulent qu'on discrimine sur la base de la race, indépendamment dans quelle direction la discrimination se fait, soit dit en passant, il va y avoir quelqu'un d'autre qui veut un autre type de collectivisme. Mais dans ce cas-là, les deux groupes peuvent s'agencer entre eux puis vouloir certaines choses. En fait, même un peut instrumentaliser l'autre pour avoir ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, tu pourrais avoir comme... Ça permet d'expliquer parce que c'est difficile pour les gens de comprendre
que les premières 20 années, comme on parlait tantôt de l'État-providence aux États-Unis, c'est des années où est-ce que l'État-providence est explicitement raciste. Et pour des libéraux comme nous, c'est très facile à comprendre. Un politicien collectiviste qui veut gagner une élection décide de parler aux racistes du Sud pour qu'ils continuent d'appuyer son parti avec des mesures collectivistes, mais qui vont être biaisées contre une autre collectivité qui n'aime pas. Les collectivismes s'alimentent entre eux comme des forces exponentielles. Je sais que tu ne veux pas mon projet, mais inquiète-toi pas, je ne le donnerai pas à eux. C'est ça. Exactement. C'est correct. On n'aime pas. On est correct avec un. C'est pour le Québec, là, pour les méchants, les caribous, c'est ça leur vision. On n'a pas de problème avec faire des mesures stupides tant que c'est pour les francophones que ça soit stupide. Si les anglophones souffrent plus, c'est correct. Hein? C'est ça, être colonisé. Et c'est ce que Yann est irrité de... Ce que je trouve intéressant maintenant dans le monde occidental, c'est que lorsque vous êtes de droite, on dit que vous êtes un fasciste. Moi, il y a des gens qui m'ont dit « mais tu es fasciste ». Je dis « Non, je ne suis pas un collectiviste ». Pourquoi vous associez le fascisme à la droite? Non, je ne suis pas un collectiviste. Moi, je suis un individualiste. J'adore le fascisme n'a pas d'idéologie. Tout ce qu'il veut, c'est le contrôle des gens. C'est ça, exactement. Dans ce temps-là, je réponds tout le temps qu'Hitler est trop à gauche pour moi. Mais oui. Ça déstabilise et en plus, c'est vrai. Les gens, ils disent que Hitler est de droite à cause du nationalisme, mais son nationalisme ne représentait qu'une petite partie de son agenda. Je veux dire, de sa philosophie politique. Sa philosophie politique, elle est essentiellement de gauche. Le gars était son mouvement, c'était le national-socialisme. L'État avait un rôle expansif dans l'économie allemande. Oui, la nationalisation de plusieurs secteurs d'industrie. Voilà, exactement. Mais aussi parfois la privatisation lorsque c'était nécessaire. C'est pour ça que faut comprendre, pour les gens de gauche, c'est difficile, ça doit être de droite ou de gauche, puis c'est tout, puis ça s'arrête là, mais pour un libéral, c'est soit tu es libéral, soit tu es anti-libéral. Puis anti-libéral vient de gauche comme de droite. Voilà. Puis puis il y a des gens que tout ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ils veulent juste être en charge de quelque chose. Puis ils s'en foutent de la justification. Puis ils vont passer d'un côté du spectre à l'autre. Ils vont trouver n'importe quelle justification, mais pour eux, c'est la même chose. Puis pour nous, comme libéraux, c'est aussi la même chose. Voilà. Au final, on se retrouve soit dans un camp de concentration ou dans un goulag. Dans les deux cas, I'm not fucking happy about it. Non, mais c'est vrai, et je déteste ça parce que, voilà, je dis, mais vous ne comprenez rien à la science politique. Le fascisme et le communisme, c'est la même famille, c'est le collectivisme. Ils sont sous le parapluie du collectivisme. Ce dont on discute, c'est le collectivisme contre l'individualisme. Un homme de droite, surtout de la droite libérale, c'est un individualiste parce qu'il priorise le bien-être de l'individu à celui du groupe. Les collectivistes, ils priorisent le bien-être du groupe à celui des individus. Maintenant, les communistes, eux, ils se penchent plus sur l'aspect économique. Les fascistes se penchent plus sur l'aspect militaire. C'est tout. Il faut arrêter. Les gens, t'es de droite, non, t'es fasciste. Non, je ne suis pas fasciste. Moi, je suis un capitaliste. I love making money. Je n'ai pas le temps de vos histoires de collectivisme. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Avant d'aller sur le Patreon, je vais te citer Germinal. The only color I care about is green. Is green. It's green. Donc, vous comprenez qu'on continue le podcast pendant environ 40-45 minutes sur Patreon. Donc, on vous invite à rejoindre à partir de 3 $ par mois. Patreon.com/isénéchal, le code QR. Puis n'oubliez pas, à quelques reprises, on a présenté également le code QR pour acheter le livre de Germinal sur Thomas Sowell.